אז אנחנו נתחיל. Bonsoir et bienvenue à tous. Aujourd'hui, ce n'est pas coutume, notre conférence est en français, mais dimanche, nous aurons notre conférence habituelle en hébreu avec professeur Yossi Goldstein de l'université d'Ariel au sujet de Echad Ha'am. Aujourd'hui, donc, notre conférence est en français et c'est Marcella Arieli qui nous parlera de Simone de Beauvoir, itinéraire créateur. Je rappelle que Marcella Arieli est philosophe, écrivaine, poétesse. Elle obtient son doctorat en France avec une bourse du gouvernement français dans le cadre des échanges culturels avec Israël. Et le sujet de sa thèse était Contingence et création dans l'œuvre de Jean-Paul Sartre. Marcella Arieli a écrit un roman philosophique, Le fond de l'œil, et son prochain roman est en phase d'écriture, Une bouteille à la mer. Aussi, Marcella Arieli a publié de nombreux essais sur différents auteurs comme Jean-Paul Sartre, Kafka, רק רגע אני מכניסה עוד אנשים, admettre, ok, Jean-Paul Sartre, Kafka, Hannah Arendt, Marc Bloch, Walter Benjamin, aussi une série d'entretiens avec le peintre dadaïste Marcel Lancru, et avec Baudrillard, dont elle a traduit les poèmes en hébreu. Marcella Arieli a aussi réalisé, en collaboration avec Benjamin Segal, poète, cinéaste et compagnon, le film La Fenêtre. Elle a participé à de nombreux séminaires et colloques et est intervenue à Londres dans le cadre de la Société britannique pour études sartriennes avec le dévoilement de l'être dans l'œuvre de Simone de Beauvoir. Une partie de ces sujets a été développée en hébreu dans le cadre du Moadon Ivri. Marcella, please. C'est à toi, Marcella. Ouvre ton micro. Non? Voilà, c'est à toi, Marcella, s'il te plaît. Oui, voilà. Donc, je vais vous parler de l'itinéraire créateur de Simone de Beauvoir. Et donc, l'itinéraire créateur de Simone de Beauvoir à partir d'une vision primordiale que j'appelle proto-histoire, enfin, parce que c'est une vision primordiale, fondamentale. Donc, je commence par la première phrase de Mémoire d'une jeune fille rangée. C'est une citation de 3 lignes. Je suis née à 4 heures du matin le 9 janvier 1908 dans une chambre aux meubles laqués de blanc qui donnait sur le boulevard Raspail. Donc, c'est la première phrase, c'est la phrase qui ouvre Mémoire pour une jeune fille rangée. En effet, Simone de Beauvoir est née au-dessus du café de la Rotonde. Enfin, je pense que les Parisiens connaissent très bien ça. Qui fait le coin entre boulevard Montparnasse et boulevard Raspail. Elle est morte en avril 1986 à l'hôpital Cochin, non loin du studio qu'elle a habité depuis 1954, date à laquelle elle eut son prix Goncourt, pour son roman Les Mandarins. Donc, avec l'argent du prix Goncourt, elle a acheté le studio qui se trouve rue Schœlcher et qui est à 5 minutes de l'endroit d'où je vous parle, parce que je suis tout à fait à proximité. On parle beaucoup de Simone de Beauvoir dans les derniers 2 mois. N'avait-elle pas écrit Le deuxième sexe, la Bible du féminisme? Or, le 8 mars, c'était la journée de la femme. Et d'ailleurs, en avril, c'était l'anniversaire de sa mort. Simone de Beauvoir continue
à être célèbre et mondialement connue. D'ailleurs, avec Jean-Paul Sartre, elle a bénéficié d'un statut presque de star ou de vedette, un phénomène qui n'est plus tout à fait, qu'on ne peut pas tout à fait rencontrer aujourd'hui. Et d'ailleurs, je me rappelle que dans les années 80, Bourdieu a écrit un article où il a dit « Ne pensez pas qu'un phénomène comme Sartre peut se reproduire » parce que ça avait lieu dans une époque où les Français avaient encore leurs mœurs. Donc, disons que où la France était la France, enfin, où la France avait une sorte de, de spécificité propre qui est en train de se dissoudre un peu aujourd'hui avec le globalisme, avec le mondialisme et aussi avec l'Europe, mais c'est les temps qui changent. Donc, il y avait plusieurs raisons d'ordre presque sociologique qui faisaient en sorte que Simone de Beauvoir puisse être une vedette et une star. Il y avait des données, par exemple, bon, elle était la plus jeune agrégée de France, elle a été pionnière, disons, dans un domaine comme le féminisme, tout en n'étant pas féministe à l'époque. Je veux dire par là qu'elle a fait des études poussées, très poussées. Elle a travaillé. Elle avait un compagnonnage avec Jean-Paul Sartre, sans conteste le plus grand philosophe français. Et en plus, ils avaient un mode de vie qui était tout à fait révolutionnaire pour l'époque. Et donc, tout en n'étant pas féministe, elle a réalisé très tôt le programme des féministes. Pas de double journée de travail, pas de division sexuelle des tâches. Il faut dire que la famille, pour eux, c'était les amis qu'ils connaissaient. Ils vivaient à l'hôtel et mangeaient au restaurant. Donc, pas de servitude. Le couple était tout voué à l'écriture, et à la création. Et en même temps, donc, ils étaient tout à fait focalisés sur leur travail. Et c'est pour ça qu'ils étaient des précurseurs. Je pense que tout le monde sait qu'ils n'étaient pas monogames, que chacun avait de son côté des liaisons plus ou moins importantes, et qu'ils considéraient, quand ils étaient jeunes, comme dit Claude Lanzmann, que c'était des jeunes gens très arrogants, ils considéraient que entre eux, il y avait un amour nécessaire, et ce qui se passait à côté, c'était des amours contingents. Ça a été largement contesté par la suite, mais finalement, c'était comme ça quand ils étaient très, très, très jeunes. Alors, je voudrais, je ne vais pas vous donner plus de détails biographiques parce que j'ai hâte à vous communiquer l'objet et le sujet de mon intervention. Je voudrais d'abord dire insister sur la qualité exceptionnelle de Beauvoir. Elle avait le don de parler directement au lecteur parce que elle n'avait pas besoin d'être présentée par des articles ou par des émissions de télé, elle n'avait pas besoin de la com, comme on dit. Moi-même, je peux témoigner que j'ai lu Mémoire d'une jeune fille rangée, j'étais en Israël et je ne savais pas qui était Simone de Beauvoir. Et j'ai été conquise tout de suite. J'ai énormément aimé ce livre. Et c'est par Simone de Beauvoir que j'ai fait la connaissance de l'œuvre de Sartre et aussi de l'œuvre postérieure de l'œuvre de Simone de Beauvoir. Bon, donc elle avait ce don de parler directement et donc elle n'avait pas besoin ni d'articles ni de quoi que ce soit. Elle publie son premier roman, L'invité, en 1943, pendant la guerre, mais à la Libération, il y a une vraie offensive existentialiste. Il faut dire que Sartre, de son côté,
a déjà publié des ouvrages d'inspiration phénoménologique, l'imagination, l'imaginaire, la transcendance de l'ego, l'esquisse d'une théorie des émotions et surtout l'être et le néant, en somme philosophique de plus de 700 pages. Il a fait jouer une pièce de théâtre pendant la guerre et l'offensive existentialiste fit du bruit. Mais si Beauvoir a été tellement, si elle savait parler au lecteur et si elle a éveillé de l'enthousiasme, et moi je suis parmi ceux qui ont été enthousiasmés par Beauvoir, en même temps, elle a rencontré beaucoup d'hostilité. Je tiens à dire que moi je suis venue en contact avec Beauvoir beaucoup plus tard qu'à cette époque-là. Mais elle a rencontré beaucoup de résistance parce qu'elle faisait scandale par son avant-gardisme d'abord, et tout d'abord, toute une vague d'hostilité s'est déversée sur elle. On l'appelait ironiquement la grande Sartreuse, Notre-Dame de Sartre, mais surtout, et c'est elle qui fait la synthèse euh, dans ses mémoires, on voulait la présenter comme une femme ayant seulement une vie intellectuelle, mais pas de vie sensuelle, ou par contre, on l'a présentée comme une sorte de dévergondée. Par exemple, il y avait une rumeur qui disait que Beauvoir avait dansé nue sur des tonneaux à Rouen, parce qu'elle était professeure de lycée à Rouen. Et elle dit, je cite de mémoire, et elle dit, est-ce que je n'ai eu qu'une vie intellectuelle? Oh mon Dieu! Bien sûr que non, parce qu'elle a eu elle a eu des amitiés très solides, elle a eu des amants connus, par exemple, comme l'écrivain américain Alfred Nelson, comme Claude Lanzmann, et aussi Jacques-Laurent Bost, qui c'était parmi les œuvres posthumes qu'on a découvert ça. Et sinon, ça, c'était une figure tutélaire. Son petit absolu, il était son absolu, et elle était son charmant castor. Bon, ce qui se passe, pour être plus sérieux et pour sortir enfin de ces anecdotes, on a reproché à Simone de Beauvoir des choses très sérieuses. Par exemple, on a dit, on a contesté sa qualité littéraire. On a dit qu'elle n'avait pas une philosophie propre, qu'elle était une disciple de Jean-Paul Sartre. Je dois dire qu'elle aussi a contribué un peu parce qu'elle a dit qu'elle n'avait pas qu'elle n'était pas créatrice dans le domaine de la philosophie, ce qui n'est pas vrai, et que Sartre, par contre, il était créateur, et c'est elle-même qui a lancé cette idée qu'elle était sartrienne. Pas seulement ça, donc ces deux choses, et la troisième, c'est que on a insisté sur l'immoralisme de Simone de Beauvoir, et ça, surtout, après la publication de ses œuvres posthumes, c'est-à-dire, pas posthumes, ce n'est pas des œuvres posthumes, c'est sa correspondance, lettres à Jean-Paul Sartre, mais aussi il y a les lettres à Bost, il y a aussi les lettres à Alfred Nelson, mais surtout, on a reproché à Simone de Beauvoir l'immoralisme et la quintessence de cet immoralisme, pardon, c'était par exemple le comportement de Simone de Beauvoir par rapport à Bianca Bienenfeld-Lamblin. J'ai assisté à un colloque où Geneviève Hitt, une chercheuse connue dans le domaine sartrien, a comparé les rapports entre Simone de Beauvoir et Sartre à ceux de Liaison dangereuse dans le livre de Lesage entre le duc de Valmont et Madame de Merteuil. Je ne veux pas m'arrêter sur cette histoire de Bianca Lamblin-Bienenfeld, mais je vous prie que si vous avez une question à me poser à la fin sur cette histoire, si ça vous intéresse, mais je ne veux pas rompre le fil de mon exposé en entrant dans cette histoire de Bianca. Je ne réponds pas dans mon intervention, je ne réponds pas à ces attaques, disons, parce que c'est toujours stérile de se positionner dans un anti comme ça, de répondre à des choses comme ça. Je tiens à rappeler qu'en ce qui concerne le fait qu'on lui contestait sa qualité d'écrivain, Nathalie Sarraute, qui est une protagoniste du nouveau roman, disait que Beauvoir écrit comme un fer à repasser. Non, je dis autre chose. Je dis qu'elle était
écrivaine et sa qualité, sa grande qualité d'écriture se situe surtout dans ses mémoires et dans sa correspondance. Elle est une excellente épistolière, qu'elle a une philosophie qui est différente, différente, qui est propre, qui est autonome par celle de Sartre et qu'il y a des différences. Bien que les deux philosophes ont travaillé beaucoup ensemble et que finalement il y avait entre eux une collaboration évidente et que Simone de Beauvoir était la première lectrice de Sartre et qu'elle discutait avec lui de ses œuvres. Alors, donc, je reviens à mon intervention. Maintenant, si je soutiens qu'elle était écrivaine, qu'elle était philosophe, qu'est-ce qui se passe avec l'immoralisme? Effectivement, je pense que la philosophie existentialiste dans ce cas précis, et je vais le démontrer par la suite, elle se heurte à une sorte d'immoralisme qu'elle combat et qu'elle dépasse dans le meilleur des cas. Et c'est-à-dire, je vais montrer pourquoi on se heurte à un immoralisme. Fut-elle immorale, Simone de Beauvoir? Non, je ne le pense pas du tout. Mais effectivement, il y a des dérives, il y a l'histoire de Bianca Binefeldt n'est pas très belle. Il y a d'autres choses aussi. D'ailleurs, il faut dire très très vite que dans un entretien, on demande à Simone de Beauvoir, elle parle de ses relations avec Sartre, très très bien, mais à un moment donné, on lui pose la question, mais qu'est-ce qui se passait avec les tiers, avec les troisièmes qui existaient dans ce couple? Et elle dit, là, on n'est pas fiers du tout, parce que là, ce n'était pas un succès, ça, c'était plutôt un échec, parce que effectivement, les deux n'étaient pas très moraux avec les tiers. Bianca Binefeldt, elle a un rôle emblématique dans cette histoire. Alors, la qualité d'écrivaine, la philosophie propre et l'immoralisme, moi, je les vois ancrés dans une vision primordiale, fondamentale, et qui apparaît qui est très bien synthétisée dans Mémoire pour une jeune fille rangée. Je soutiens que chaque pensée, que chaque œuvre est ancrée dans une histoire primordiale, une proto-histoire. Et avant de devenir écrivain ou philosophe, on a été des enfants. Et le philosophe ou l'écrivain sont confrontés à cette histoire. Le philosophe, l'écrivain la combat, l'accepte à sa manière. Encore une fois, un document exceptionnel, donc c'est Mémoire d'une jeune fille rangée. Et pourquoi cette histoire de vision primordiale est très importante chez tout le monde, mais pourquoi elle est très importante chez Simone de Beauvoir? Parce que j'ai rarement connu quelqu'un qui soit si attaché à une continuité. D'ailleurs, dans l'un de ses entretiens, Simone de Beauvoir dit de toute ma vie, il y a eu une continuité. Voilà, j'habite, je cite tout à fait de mémoire, j'habite à 5 minutes de l'endroit où je suis née, c'est-à-dire au-dessus de la Rotonde. Elle habitait rue Schulcher, pour qui connaît le 14e, on voit que c'est à 5 minutes. Et elle continue, c'est à 70 ans, elle continue d'avoir sa relation avec Sartre, elle est très profonde, avec sa sœur. En général, il y a une grande continuité à sa vie et elle tient à cette continuité dans sa vie. Alors, pourquoi elle tient? Parce que c'est très, très ancré dans la personnalité et dans la proto-histoire de Simone de Beauvoir. Il y a par exemple des éléments qui ont été de toute sa vie et qui sont cruciaux pour son œuvre, Avenir littéraire et philosophique. Par exemple, il y a un tempérament, il y a une curiosité, un appétit, un amour de la vie, une jouissance du monde et de l'être qui sont effectivement exceptionnels.
Et puis, cette tendance s'exprime à partir d'une finitude qui est la maison. Par exemple, ça m'a rappelé beaucoup Gaston Bachelard, qui écrit une poétique de la maison. La petite Simone appréhendait tout à partir de la maison où elle est née, c'est-à-dire que c'est une finitude. Parce que si on est placé comme ça dans le vaste monde, on ne peut rien appréhender. Il faut qu'il y ait un endroit limité d'où l'on perçoit. euh, il faut qu'il y ait du fini afin qu'on perçoive l'infini. Parce que si on est plongé dans l'infini, on ne perçoit plus rien. Et on peut dire que toute cette appréhension du monde a lieu à partir d'un moi, d'un je permanent et jaloux de sa continuité. Le monde se laisse appréhender par les 5 sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher. Et dans le cas de la petite Simone, les 5 sens sont à l'œuvre à partir de la nourriture, c'est-à-dire elle parle de cette nourriture. Il a une nounou qui s'appelle Louise, et la tâche de Louise était de la nourrir. Et le monde, c'est comme un aliment consommable. Et je vais vous donner une citation qui est très, très belle. Elle, et dont je donne une sélection parce qu'elle est beaucoup plus longue que ce que je donne. Par ma bouche, par la bouche, le monde entrait en moi plus intimement que par mes yeux et mes mains. Donc, il y a la vue et il y a le toucher, mais la vue et le toucher sont construits à partir de la bouche, à partir du goût, disons. Et je profitais passionnément du privilège de l'enfance, pour qui la beauté, le luxe, le bonheur sont des choses qui se mangent. Devant les confiseries de la rue Vavin, je me pétrifiais, fascinée par l'éclat lumineux des fruits confits, le surchatoiement des pâtes de fruits, la floraison bigarrée des bonbons acidulés, vert, rouge, orange, violet. Je convoitais les couleurs. Maman concassait des pralines dans un mortier, elle mélangeait à une crème jaune la poudre grenue, le rose des bonbons se dégradait en nuances exquises, je plongeais ma cuillère dans un coucher de soleil. Je veux dire par là que les 5 sens, si on prend cette citation qui est plus ample que ce que j'ai donné, les 5 sens sont à l'intérieur de la bouche et le monde est un aliment qui est consommable. En ce qui concerne le moi, parce que j'ai dit que d'un côté, il y a le monde à consommer et de l'autre côté, il y a un moi permanent. En ce qui concerne le moi permanent, Simone de Beauvoir est jalouse, est jalouse de sa continuité et de sa permanence. On dirait qu'il y a une vraie terreur de vivre tout ceci, c'est-à-dire qu'elle a peur de perdre sa continuité. C'est une donnée primordiale chez Simone de Beauvoir. Elle a peur de ne pas être la même, de ne pas passer d'un moment à l'autre. Par exemple, elle a peur que le passé se détache et qu'elle soit vouée, par exemple, à renouveler à nouveau la vie, mais sans mémoire, disons. Je commande ça librement. Par exemple, citation, je regardais le fauteuil de maman et je pensais, je ne pourrais plus m'asseoir sur ses genoux. Soudain, l'avenir existait. Il me changeait à une autre qui dirait moi et qui ne serait pas moi. C'est une vraie terreur pour Simone de Beauvoir d'être moi et pas moi. Et elle rapporte une histoire, l'histoire de Charlotte qu'on lui racontait. Et l'histoire est la suivante. Et c'est une histoire très importante et je vais vous dire dans 2 ou 3 minutes pourquoi cette histoire est très importante. Et je m'excuse si je vous donne une citation ici, mais c'est l'histoire. Un matin, Charlotte trouvait sur une chaise au chevet de son lit un œuf en sucre rose, presque aussi grand qu'elle.
Et moi aussi, il me fascinait, c'est-à-dire que l'œuf fascinait Simone de Beauvoir. Refusant toute autre nourriture, Charlotte rapetissait de jour en jour et devenait minuscule. Elle manquait de se noyer dans une casserole. La cuisinière la jetait par mégarde dans la cuisse à ordures. Un rat l'emportait. On l'a sauvée. Charlotte se gavait si gloutonnement qu'elle enflait comme une baudruche. Sa mère l'amena en fin de compte chez un médecin qui lui prescrit un régime équilibré. Ça, c'est plus une situation, un commentaire. Et elle retrouve des dimensions normales. Dans cette vision de l'enfance, dans ce tempérament, dans ce caractère, il y a une position philosophique. Cela vous étonne peut-être, mais tous les manuels de philosophie signalent le fait que les enfants posent des questions qui deviennent des questions philosophiques par la suite. Par exemple, je me rappelle très bien, ou tout le monde qui a fait de la philosophie, par exemple, c'est que quand on parle de philosophie grecque, on nous dit, mais les enfants posent ces questions-là. Par exemple, qu'est-ce que? Et c'est une question vertigineuse. Personnellement, je me le suis posée. Ou pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien? Ça, c'est une question tout aussi vertigineuse. Ou bien, qu'est-ce que c'est? C'est une table, c'est une table. Jean-Paul Sartre s'émerveillait en se disant, c'est une table, c'est une table. Alors, Simone de Beauvoir, sans le savoir, en tant qu'enfant, se pose est tombée sur une problématique, pas sur un problème, sur une problématique phénoménologique. Alors, je vous dirais, soyons sérieux, enfin, est-ce que la petite Simone posait des questions phénoménologiques? Simone de Beauvoir rencontre la phénoménologie ensemble avec Jean-Paul Sartre, plus ou moins dans les années 30, par un livre de Lévinas dont j'ai parlé à Moidon-Ivry, donc la phénoménologie leur avait été recommandée par Raymond Aron, qui a été à l'Institut français à Berlin. Et la phénoménologie, c'était une philosophie très révolutionnaire à l'époque. Alors, pourquoi Simone de Beauvoir pose un problème? Donc, Simone de Beauvoir, la petite Simone, n'a pas rencontré la phénoménologie. Alors, nous pouvons dire, est-ce que ce n'est pas une illusion rétrospective? Eh bien non, parce que on retrouve, et ça m'a étonné beaucoup personnellement, on retrouve cette position phénoménologique chez Simone de Beauvoir avant de rencontrer la phénoménologie, parce qu'il y a une œuvre posthume qui s'appelle Cahiers de jeunesse, c'est son journal qui a été publié après sa mort par sa fille adoptive Sylvie Lebon. Et on voit que dans 1926, Simone de Beauvoir insistait justement sur ce problème qu'elle a suscité dans Mémoire d'une jeune fille rangée en 1958. Alors, maintenant, on peut se poser la question, est-ce qu'en 26, Simone de Beauvoir, ce n'est pas une illusion rétrospective en 26 par rapport à 1910, disons? Alors, faisons-lui crédit pour cette appréhension de l'enfance, et pourquoi pas, c'est un tempérament. Mais ce qui se passe, c'est qu'elle a eu cette position avant la rencontre avec la phénoménologie. Alors, quelle est cette problématique phénoménologique? Eh bien, le père de la phénoménologie, Edmond Husserl, a soutenu que le flux du vécu s'unifie de lui-même, qu'il n'a pas besoin d'un je ou d'un moi. Et après, il est revenu sur cette position parce que comme il traitait de l'idéalité logico-mathématique, il avait besoin d'un jeu parce que le flux du vécu, tout en s'unifiant lui-même, peut éclater et le passé peut disparaître sans recours, tandis que on peut réitérer une sorte de présent et que sans passer le présent, l'avenir n'existe plus. Or, il avait besoin d'une sorte de présent continuel et il a introduit le jeu. Or, cette terreur de la disparition du passé qui apparaît dans la phénoménologie, Simone de Beauvoir la vit en tant qu'enfant. Encore une fois, faisons-lui le crédit. Et ce qui se passe ici, c'est que à partir de là,
une fois en ayant dégagé le jeu permanent d'un côté, l'appréhension du monde en tant qu'aliment consommable, je peux, c'est-à-dire que dans cet exposé, à partir de là, je vais dégager un itinéraire beauvoirien et qui va nous mener à un programme littéraire et philosophique propre et à la confrontation avec l'immoralisme. Donc les trois choses, la littérature, la philosophie et l'immoralisme, qu'il faut évidemment combattre et qu'il faut dépasser, sont ancrés justement dans ce tempérament. Pour dégager cet itinéraire, je vais faire abstraction de la richesse et de la beauté du texte beauvoirien. Par exemple, on ne va pas parler dans Mémoire d'une jeune fille rangée de cette amitié si profonde qu'il a avec son ami Zaza et de son amour pour son cousin Jacques, dont elle a fêté les fiançailles sur les chemins en bois du Luxembourg à l'âge de, je ne sais pas, 7 ans, de son amour pour Jacques plus tardif, mais aussi de plein d'autres choses. Donc, il faut dire aussi que même les mémoires d'une jeune fille rangée, ça m'apparaît, enfin, c'est comme un roman d'apprentissage, un Bildungsroman, comme disent les Allemands. Et donc, on va faire abstraction du foisonnement des thèmes qui sont abordés dans ce livre pour présenter un itinéraire épuré, parce que, évidemment, pour poursuivre notre but qui est de répondre à ces trois questions, littérature, philosophie et immoralisme. Donc, Simone de Beauvoir, qui est fille de Georges et de Françoise de Beauvoir, elle porte un nom, elle est Simone de Beauvoir, elle porte un nom à particules, mais elle n'est pas, c'est un ancêtre dans le XVIIe ou XVIIIe siècle qui a acheté une terre, c'est un nom qui est assez obscur, mais ils sont d'origine bourgeoise, mais c'est de la bonne bourgeoisie, comme on dit, et bien que son père a des prétentions aristocratiques, mais c'est un nom qui est assez obscur. Nous savons déjà qu'ils vivaient à Paris, boulevard Montparnasse, boulevard Raspail. Après, ils vont déménager rue de Rennes. Mais la famille paternelle possède une propriété de 200 hectares à Mérignac, dans le Limousin. Et Simone de Beauvoir y pense et passe ses vacances. Nous savons déjà que son père s'occupait de son éducation intellectuelle, tandis que sa mère s'occupait de son éducation spirituelle. Ça veut dire que sa mère était une catholique pratiquante et son père ne croyait pas en Dieu. Simone de Beauvoir va attribuer sa qualité d'intellectuelle à cette contradiction. Mais Simone de Beauvoir, la petite Simone, elle croit en Dieu, elle a la foi. Et évidemment, tout le monde sait que la foi est plus importante dans la tradition catholique que dans la tradition juive, où c'est les mitzvot qui sont très importantes, tandis que le christianisme, c'est une subjectivité, un rapport personnel à Dieu, et donc, le rapport personnel à Dieu, l'amour, la charité et la foi. La foi a un rôle plus important dans le catholicisme. Donc, elle a la foi. Et Simone de Beauvoir donc, croit en Dieu et l'itinéraire dont je vous parle commence par ça. Et on peut dire que je distingue 4 étapes pour nous mener à notre but: littérature, philosophie, immoralisme. Donc, l'appréhension du monde dont nous avons déjà parlé, et cette appréhension du monde, elle est plus prégnante à Mérignac qu'à Paris. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu, elle est appréhendée à Mérignac plutôt qu'à Paris,
où les échafaudages de l'homme lui cachaient Dieu. Je cite aussi de mémoire. Alors là, nous allons rencontrer encore une fois les 5 sens. Elle dit, je plongeais mes mains dans la fraîcheur d'un massif de laurier cerise, l'eau de la fontaine glougloutait sur une pierre verdâtre, parfois une vache frappait de son sabot la porte de l'étable, je devinais l'odeur de la paille et du foin. Là-haut, il y avait Dieu et il me regardait. Caressé par la brise, grisé de parfum, cette fête dans mon sang me donnait l'éternité. Donc, je ne dois pas insister pour vous dire que le gloutement de l'eau, c'est Louis, qu'elle plongeait ses mains, c'est le toucher, que, bon, elle pressentait l'odeur de la paille du foin, que c'est l'odorat. Donc, il y a toujours les 5 sens. Le second stade, elle appelle le stade mystique, c'est que Dieu a créé le monde, mais que finalement, Simone, la petite Simone, avait une mission. C'est-à-dire que Dieu avait besoin de ses yeux et de son corps et de tous ses sens de Simone de Beauvoir afin que le monde existe. Alors là, on peut dire grandomanie d'enfant, évidemment, mais en même temps, il faut l'admettre que sans l'homme, le monde ne serait pas monde. C'est l'être humain qui fait qu'il y ait un monde, parce que si nous, êtres humains, nous n'appréhendons pas par nos sens ce monde, il n'existe pas. Si Mars existe, il existe aussi pour nos yeux, mais finalement, s'il n'y avait pas, enfin, si on n'envoyait pas des sondes sur Mars et si on ne faisait pas des photos, alors Mars, ça n'existait pour personne, ou bien pour je ne sais pas qui, peut-être, mais on ne peut pas s'imaginer autre chose. Donc, quand elle dit que Dieu a créé le monde et qu'il avait besoin des hommes, finalement, elle a une position mystique. Et là-dessus, effectivement, il y a des mystiques qui ont travaillé sur ça. Ça apparaît même chez Plotin, mais il y a beaucoup, et il faut dire ici que, évidemment, c'est un texte qui est retravaillé et que Simone de Beauvoir a suivi à la Sorbonne le cours de Barouzy et qui faisait une histoire du mysticisme, et qu'elle s'en est inspirée et qu'elle a traduit a posteriori sa position d'enfant avec le mysticisme. Elle dit, à nouveau j'étais exigée, il fallait mon regard pour que le rouge du hêtre rencontrât le bleu du cèdre et l'argent dépeuplé. Lorsque je m'en allais, le paysage se défaisait, il n'existait plus pour personne. C'est-à-dire que sans Simone, il n'y avait... Et puis Dieu, il avait besoin de mes yeux. Donc ça, c'est le second stade mystique. Troisième stade, il y a la perte de la foi, parce que Simone de Beauvoir ne croit plus en Dieu. Un soir, à Mérignac, je m'accoudais comme tant d'autres soirs à la fenêtre. Une chaude odeur d'étable montait vers le glacis du ciel. Ma prière prit faiblement son essor, puis retomba. J'avais passé ma journée à manger des pommes interdites et à lire dans un Balzac prohibé l'étrange idylle d'un homme et d'une panthère. Ce sont des péchés, me dis-je. Je me dis que rien ne me ferait renoncer aux joies terrestres. Je ne crois plus en Dieu, me dis-je, avec grand étonnement. Il faut dire que cette situation est beaucoup plus longue et plus belle, mais j'ai découpé plusieurs choses. Donc, elle ne croit plus en Dieu. Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a le quatrième stade, vivre sans Dieu et écrire. La littérature m'assurait une immortalité qui compensait l'éternité perdue. Il n'y aurait plus de Dieu pour m'aimer, mais je brûlerais dans des millions de cœurs. En écrivant une œuvre nourrie de mon histoire, je me créerai moi-même à neuf et je justifierai mon existence. En même temps,
je servirai l'humanité. Quel plus beau cadeau lui faire que des livres, dit Simone de Beauvoir. Une fois la vocation acceptée, cette vocation qu'elle se découvre acceptée, Simone de Beauvoir découvre que l'homme libre suscite la haine des barbares. La haine des barbares, c'est une expression qui est prise chez Barrès, chez le premier Barrès. Et finalement, nous sommes en train d'aborder justement le thème de l'immoralisme. De quoi s'agit-il? Tout d'abord, Simone de Beauvoir, au moment où elle décide d'écrire, elle ne croit plus en Dieu, où elle se découvre avec une vocation, et elle se perçoit en conflit, et avec sa famille, et avec les gens de la bourgeoisie qui l'entouraient. Par exemple, il y a la famille de sa meilleure amie qu'elle aime beaucoup, qui est la famille Lecoing, et la famille, elle s'appelle la famille Mabille dans Mémoire d'une jeune fille rangée. Et finalement, elle se rallie à des aînés comme Gide, Barrès, Valéry. Barrès appelle les barbares les gens qui s'opposent aux écrivains et qui les contestent. Et Simone de Beauvoir se révolte, comme ses aînés, contre sa propre classe, la classe bourgeoise. Mais le phénomène est plus général qu'elle ne le dit, qu'elle ne va jamais le dire, parce que ce qui se passe, l'écrivain est toujours, est plus ou moins en conflit avec la société, avec la société, disons d'abord. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr, il y a eu des périodes d'accord. Par exemple, au XVIIe siècle, l'écrivain vivait à la cour, donc il flattait le monarque, bien que au XVIIIe siècle, il était dans le sens de l'histoire. Mais après, il y a divorce entre l'État et ses lois, les conventions, le conformisme et l'écrivain. Et parce que, pourquoi? Pour le dire d'une façon presque banale, il y a d'un côté l'État, ses institutions, ses lois, la société, les données socio-économiques, les conventions, donc, et par contre, et puis il y a ceux qui pensent par eux-mêmes et qui renversent toute convention sur leur chemin. Et il faut rappeler aussi, on n'est plus dans le temps des poètes maudits, mais quand, par exemple, Baudelaire écrit les fleurs du mal au XIXe siècle, bien sûr, pourquoi les fleurs du mal? Parce que le bien est du côté de l'État, de la société, de la bourgeoisie. L'État, c'était la bourgeoisie quand même. Donc, c'est de son côté. Alors, il écrit les fleurs du mal. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est que mais les poètes, ces poètes-là, maudits, ont disparu. Mais par contre, il y a une génération qui est celle d'André Gide et de Barrès et des autres qui se révolte contre la propriété immobilière, contre la famille. Il y a le fameux famille Je vous hais d'André Gide, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas qu'il hait tellement la famille, mais c'est les portes fermées. Il s'insurge parce que les familles sont fermées sur elles-mêmes, elles n'acceptent pas l'étranger, et donc il y a comme, puisque la société, l'État, tout c'est le bien, alors là, il y a une attitude qui est provocatrice et qui, quand même, côtoie un peu l'immoralisme. Il ne faut pas oublier que Gide a écrit un roman qui s'appelle L'immoraliste, où, par exemple, le développement de soi, comme il dit en 1926, fait en sorte que quand on préfère le développement de soi, quand on érige ça en valeur suprême, alors on peut facilement glisser quand même vers une sorte d'épicurisme et de jouissance de soi et du monde. Et par contre, on peut négliger un peu l'autre. Et d'ailleurs, André Gide euh, met un holà à tout ça dans ce roman. Il se demande, il la présente comme une histoire affreuse, etc.
Mais Simone de Beauvoir, donc, Simone de Beauvoir qui met en avant la jouissance de l'être, l'expérimentation, l'exploration du monde. Elle multiplie des rencontres, vit des amours et des amitiés. Elle est amante, écrivaine, amie, exploratrice passionnée. Et fut-elle immorale parce qu'elle mettait le développement de soi en dessus de tout. Euh, que l'immoralisme euh, que l'immoralisme menace un peu la morale existentialiste, va être, enfin, la menace de l'immoralisme s'exprime très bien dans un livre de morale que Simone de Beauvoir écrit juste après la guerre et qui s'appelle Pour une morale de l'ambiguïté. C'est très intéressant de voir que ce livre qui s'appelle Pour une morale de l'ambiguïté est dédié justement à Bianca, c'est-à-dire cette femme, cette jeune femme avec envers qui et Sartre et Simone de Beauvoir semblent s'être comportés d'une manière effective assez immorale. Et donc, dans une morale de l'ambiguïté, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, et Beauvoir et Sartre, elles ressentent la nécessité d'une morale. Parce que la guerre a eu une certaine influence et ils pensent à une morale. Mais entre les deux, il y a de fortes différences et ici, on voit l'indépendance et l'autonomie de la philosophie beauvoirienne par rapport à ça. La conscience de Beauvoir, pas la conscience de Simone de Beauvoir, mais la conscience, la Bewusstsein, comme on dit, de Beauvoir, se prête mieux à une morale que la conscience sartrienne. Et ici, je vais vous ennuyer peut-être un peu avec un vocabulaire un peu trop technique, mais il faut savoir que pour ça, la conscience est un vide total et elle est non écologique, sans jeu, et le flux du vécu s'unifie de lui-même comme chez le premier Husserl, pas comme chez Simone de Beauvoir. Chez Beauvoir, la conscience est incarnée parce que chez Simone de Beauvoir, la conscience a à son intérieur et le corps et la psyché. Chez Sartre, non. Le corps et la psyché sont des constructions de la conscience. Et le pour-soi sartrien, donc la conscience sartrienne qui s'appelle pour-soi dans l'être néant, est un être manqué qui s'élance vers ce qui lui manque. Il tend à être un en soi pour soi Dieu. Il essaye de réaliser ce que l'on appelle la cause de soi. Et le conducteur, enfin, c'est les derniers mots de l'être néant, le conducteur du peuple et l'ivrogne solitaire qui boit son kill de rouge échouent tous les deux à réaliser l'être. L'existence est échec, d'après Sartre, dans l'absolu, pas dans le transitoire. Alors, ce qui se passe, donc, je disais que et Sartre et Simone de Beauvoir ressentent la nécessité d'une morale. Mais chez Sartre, la morale doit venir avec la réflexion, avec la révolution réflexive, c'est-à-dire que la conscience doit s'appréhender dans la réflexion. Or, ici, il y a des difficultés énormes chez Sartre parce que cette conscience vide n'arrive pas tout à fait à se reprendre dans la réflexion. Pas de problème pour Beauvoir. Apparemment, elle est d'accord avec cette position sartrienne, apparemment, mais parce que sa structure de la conscience ne justifie pas, apparemment, mais elle est d'accord avec Sartre, mais sa structure de la conscience, finalement, se prête mieux à une position morale que celle de Sartre, qui n'arrive pas à s'appréhender dans la réflexion. Simone de Beauvoir ne se pose pas le problème de la réflexion. Pour elle, la conscience, elle est incarnée, elle est psychique. Mais ce qui se passe, pour passer à un niveau moral, la conscience doit être subjective, il faut partir d'une subjectivité, il faut qu'il y ait une transcendance. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la conscience n'est pas un être, n'est pas momentanée. Et il y a les trois extases temporelles.
Alors, par exemple, nous sommes projet, comme dit Sartre. Alors, ça couvre il y a un projet fondamental, il y a des projets dérivés, et la conscience, euh, elle contient les trois dimensions temporelles. C'est pour ça qu'elle est une transcendance. Elle n'est pas ponctuelle. Elle est comme ça. Enfin, elle, elle, elle enchasse en elle le temps. Alors, donc, la conscience doit être subjective, transcendante. Elle est libre, comme chez Sartre, d'une autre manière, mais enfin, et finalement, elle doit reconnaître, on ne peut pas être libre soi-même si on ne reconnaît pas la liberté de l'autre. Donc, il y a ces trois conditions. Mais il ne faut pas penser que la conscience est telle spontanément et directement. Non, ça c'est un premier stade qui est un stade plutôt naturel, cette spontanéité. Non, il faut passer par une conversion à un second stade où ces trois caractères vont s'exprimer. Alors là, Simone de Beauvoir étudie deux figures, la figure de l'aventurier et la figure de l'homme passionné. L'aventurier, il a la subjectivité, il a la transcendance, mais son action est sans contenu. C'est-à-dire que son action est sans contenu, ça veut dire que son action est indifférente et très souvent l'aventurier se lie avec des régimes dictatoriaux. Donc il ne respecte pas la liberté d'autrui. L'homme passionné, il a la subjectivité, il a la transcendance, mais il est tellement obsédé par celui qui éveille sa passion qu'il devient dépendant de, de la chose ou bien de la personne pour laquelle il se passionne. Donc, il n'est plus un être libre. Donc, ces deux figures sont un échec. Alors, Simone de Beauvoir étudie la figure du créateur, de l'écrivain, et elle dit, voilà, l'écrivain, c'est un être manqué quand même, mais quand il crée une œuvre, cette œuvre pourrait peut-être nous servir de valeur, mais elle dit non, parce que on vit et elle découvre l'oppression, et c'est l'une des très grandes spécificités de Simone de Beauvoir. Parce que vous savez vous-même que, par exemple, Céline, c'est pas chez elle, c'est moi qui vous le dis, Céline, c'est un très grand écrivain, mais quand même, il était à demi fou et en plus, il était très antisémite, peut-être pas dans son premier roman, peut-être pas dans le second. Donc, c'est pas le fait qu'il est un grand écrivain que nous pouvons nous fier en tant que morale à ce qu'il nous dit ou que c'est lui qui est le promoteur d'une morale quelconque. Pourquoi, dirait Beauvoir? Parce qu'il vit dans un régime d'oppression. Alors, donc, c'est même pas ça, mais il découvre l'oppression. Et à partir de l'oppression, qui est une donnée de Beauvoir très importante, elle développe une théorie de l'action qu'elle appelle action éthique. Action éthique. Et au fond, ici, pour ceux qui ont écouté un certain nombre de conférences qui ont eu lieu en hébreu ici, Beauvoir pose des problèmes en 1947 avec la morale de l'ambiguïté. Par exemple, pour elle, le collectivisme, il y a d'un côté le collectivisme, de l'autre côté, il y a l'individualisme. C'est pas le collectivisme qui doit dicter des choses en morale, non. Tout doit partir de la subjectivité, mais la subjectivité non plus, elle ne doit pas être subjective, mais elle va tendre, il y a cette tension entre le collectivisme et l'individu, et il y a aussi une tension entre le singulier et l'universel, parce que Simone de Beauvoir ne renonce ni au singulier, ni à l'incarnation, et ni à l'universel. Et à ce moment-là, nous pouvons revenir vers le point de départ de notre exposé. Donc, pour Simone de Beauvoir, il y a dévoilement parce que elle dit, bon, voilà, la conscience est un être manqué, comme dit Sartre, mais par contre, la conscience fait qu'il y ait du monde, c'est-à-dire qu'elle dévoile l'être et que nous nous satisfaisons de ce dévoilement qui est très important.
Donc, il y a dévoilement, exploration, jouissance de l'être, les thèmes beauvoiriens, qui n'existent pas chez Sartre. Le dévoilement, oui, dans vérité existence à un moment donné. Et nous voilà acheminés vers la morale. Mais donc, ce qui se passe ici, c'est que donc elle réalise ces thèmes qui existent dans sa vision primordiale, elle les étudie et elle se trouve donc un régime, disons, d'oppression. Et on voit une sorte de choses qui, elle juge les choses au cas par cas. On parle de la morale de l'ambiguïté. Elle a des questions du type, est-ce que quand le régime de Vichy disait, par exemple, qu'il faut donner 2 ou 3 communistes pour sauver 60 personnes de l'autre côté, est-ce que c'était moral ou pas? Non, bien sûr que non, parce que non, ça n'allait pas du tout. Ou par contre, quand euh, enfin, elle juge du cas par cas comme ça, et elle a toute une morale, elle étudie donc on juge au cas par cas. Et je reviens au début de mon exposé. Donc, il y a conscience incarnée, socialisée, un jeu permanent, il y a jouissance de l'être, et sur ce terreau pousse l'esquisse d'une philosophie qui passera par Faut-il brûler ça, où elle étudie le rapport du singulier à l'universel. Il y a le deuxième sexe, et je signale le fait que dans le cadre de cet exposé, je me suis attachée au terreau sur lequel pousse tant la philosophie que la littérature beauvoirienne. Cette philosophie prend son origine dans une vision primordiale et fondamentale. Quant à la littérature, les romans de Beauvoir sont très intéressants, mais la grande qualité littéraire se trouve dans les mémoires et dans la correspondance. Qu'est-ce que les mémoires? La jouissance du monde et le combat pour la maintenir intacte, l'oppression sociale, le regard d'autrui, les dilemmes de l'amour, les tensions de l'amitié, la ville et la campagne, the wide world, comme disent les anglo-saxons, le vaste monde, quoi. La correspondance, et dans tout ça, l'immoralisme guette. La morale est à venir, la nécessité d'une morale, l'inutilité d'une morale, comme dit Sartre. Et la morale des 2 compagnons est dans une théorie de l'action, et Beauvoir n'a pas eu de cesse de militer pour la cause des femmes. Il faut dire aussi qu'elle a milité aussi pour l'indépendance de l'Algérie. Mais finalement, donc j'ai voulu montrer l'ancrage de Simone de Beauvoir dans une vision primordiale. Et en ce qui concerne la philosophie, l'exposé sur la philosophie n'a pas eu lieu dans ce stade, mais évidemment, on peut le faire, de même que la qualité littéraire de Simone de Beauvoir peut être étudiée aussi indépendamment. Et quant à l'immoralisme, il faut dire que toujours quand on parle d'une philosophie de l'individualisme, de l'individualité, l'immoralisme guette. Je vous remercie. Merci, merci, merci. Hein, tu nous as bien menés dans le monde de Simone de Beauvoir. Dis-moi, est-ce qu'elle a quelque chose, est-ce qu'elle se rallie à Bentham et à Mill dans la philosophie là, de la jouissance? Non, je n'ai pas suivi, je n'ai pas compris. Bentham et Ah oui, Jeremy Bentham, parce qu'elle parle de jouissance dans le monde, philosophie de jouissance. Est-ce qu'elle adhère à ça? non, c'est un courant qui est très différent. Et cette jouissance du monde, elle se disait elle-même schizophrène parce qu'elle poursuivait, même Claude Lanzmann, quand il fait des témoignages sur Simone de Beauvoir, il dit même ça la disait maniaque. Enfin,
comme elle voulait faire exister le monde. Elle devait voir absolument tout. Il y a une manie des voyages. Sartre aurait préféré rester sur la place Zakodover, tirer sur sa pipe. Simone de Beauvoir l'entraînait partout, dans toutes les églises, dans tous les monuments. Enfin, il y a des descriptions des voyages de Beauvoir chez Claude Lanzmann dans un lièvre en Patagonie. Et on voit qu'elle veut faire exister le monde, explorer le monde et la jouissance du monde avec un souci moral en même temps, tout en étant guetté par l'immoralisme. Par exemple, on a beaucoup critiqué, mais maintenant pas dans le sens où on la disait immorale, on a beaucoup critiqué le fait que dans les écrits posthumes de Simone de Beauvoir, on a vu qu'elle était bisexuelle finalement, qu'elle avait eu des relations avec des femmes. Alors on se disait, ce n'était pas l'époque pour la condamner, bien sûr, mais on se disait pourquoi une femme qui prenait la sincérité et la transparence a caché justement ce truc qu'elle a tenu secret. De l'autre côté, on peut voir des choses qui sont un peu immorales, mais de l'autre côté, elle n'était pas dans la vie quotidienne, elle avait une morale provisoire, comme on dit, comme chez Descartes. Elle a été très généreuse avec Violette Leduc, l'écrivaine. Elle a aidé beaucoup de gens et elle a été toujours disponible pour les causes qu'elle défendait. Merci. Des questions, s'il vous plaît. Des questions. Comment elle s'est comportée pendant la guerre? Pendant la guerre, elle a enseigné, elle, elle a enseigné, elle a essayé de nourrir sa famille élective en cherchant des aliments en dehors de Paris. Elle a fait un pari pendant la guerre. Elle s'est dit que la guerre doit être gagnée et elle est allée paisiblement à la Bibliothèque nationale pour lire Hegel. Et elle s'est occupée comme ça. Elle a écrit, elle a attendu Sartre, qui a été prisonnier, puis il est revenu. Et finalement, Sartre a participé à un groupe de résistance qui s'appelait Socialisme et Liberté, bon, qui n'a pas été quelque chose de très héroïque, mais quand même, ils écrivaient des articles dans une presse clandestine, pas elle. Pas elle. Merci. Et bon, elle a poursuivi ses aventures bisexuelles. D'accord. Il en est sorti des lettres dernièrement, il y a un an ou deux, de nouvelles lettres de ses amantes, non? Ses amantes, non. L'une des amantes, moi, je m'attendais que vous... De ses élèves, de ses Oui, non, étudiantes. mais ça, on le voit quand elle publie les lettres posthumes à Sartre et son journal de guerre, le journal de guerre où elle raconte ses histoires bisexuelles. Mais moi, je m'attendais que quelqu'un me pose la question sur Bianca Lamblin-Bienenfeld. בבקשה, שאלות. אנחנו כולנו מדברים עברית, אפשר לשאול עוד שאלות גם בעברית. בבקשה. כולם שותקים, אני רואה שכולם שותקים. מי רוצה? Salomon, tu voulais dire quelque chose? Georges? Ah, il y a tous les micros qui sont fermés. Allez. Voilà. Ok. J'ai une question, moi. Bevakesha, Pierrick. Marcella, merci pour la conférence. Je voulais savoir, c'est quoi l'impact comparé des philosophes, etc., des penseurs français, penseurs allemands, penseurs russes en Israël? Quel est l'impact en Israël? Oui. Est-ce que c'est important ou est-ce que c'est... Oui. Moi, je pense, comme j'ai participé aux conférences de Moadon Ivry en hébreu, j'ai été quand même frappée par plusieurs conférenciers qui se référaient beaucoup à Sartre
beaucoup plus que l'on ne se réfère pas ici. Je ne sais pas, il y a eu 2-3 personnes qui parlaient de ça, qui faisaient allusion à ça. Je peux vous dire que quand je suis arrivée pour le doctorat, le directeur de ma thèse m'a dit, vous savez, ici, Sartre, c'est fini. Alors, en Israël, Sartre était une personne très importante parce que n'oubliez pas qu'il a écrit aussi réflexion sur la question juive, qui a beaucoup, qui a beaucoup plu à Israël. Et il y a aussi Benny Lévy, qui l'a Oui, fait un oui, peu plus. il y a eu beaucoup, beaucoup de juifs autour de Sartre. Par exemple, il y a eu Benny Lévy, qui était Pierre Victor, qui était le chef de la gauche prolétarienne et qui est devenu son secrétaire et qui a été le fondateur ou un des cofondateurs de l'Institut lévinassien à Jérusalem. Et il y a eu une sorte d'infléchissement de la philosophie sartrienne vers la philosophie de Lévinas, qui n'a pas plu à l'ancienne garde, justement, Simone de Beauvoir, Prost, à l'ancienne garde des temps modernes. Il a eu des amantes juives, par exemple, la même Bianca Bienenfeld, son amante russe, Lena Zonina, était à moitié juive. Sa fille adoptive, qui a eu une courte liaison avec lui, Arlette El-Kaïm Sartre, elle était juive. La sœur de Lanzmann, Evelyne, qui était aussi juive. Il y a eu beaucoup de juifs autour de ça. D'ailleurs, l'un des numéros de temps moderne, c'était les juifs de Sartre, apparaissaient les juifs de Sartre, et il y avait ce problème. Est-ce qu'il avait des vues sur la Kabbale ou je ne sais pas quoi on disait que Benny Lévy l'avait un peu converti. C'est à la fin de sa vie que Benny Lévy l'a fait s'intéresser à la pensée juive. Mais il était déjà aveugle, il était diminué. Enfin, je vois qu'il y a Josiane Tovias qui a... Oui. J'ai une question à poser. Oui. Attendez, je me mets en vidéo. Quand j'avais un peu étudié Simone de Beauvoir quand j'étais étudiante, et à l'époque, j'étais plus frappée de son œuvre en tant qu'écrivaine qu'en tant que philosophe. Aussi pour sa position pour les femmes, qui étaient déjà à l'époque une des premières à s'engager, et pour l'Algérie. Maintenant, en tant que philosophe, pour moi c'est difficile, c'est pas mon domaine et je vous ai suivi à moitié. Je dirais qu'aujourd'hui, il y a quand même une distanciation entre Camus et Sartre qu'on oppose, n'est-ce pas? Et Sartre n'est plus à la mode, je dis entre guillemets, je ne suis pas une spécialiste, mais pour moi, j'aimais beaucoup, par exemple, quand elle décrivait ses amours aux États-Unis, quand elle a voyagé, quand vous avez parlé qu'elle croquait la vie avec appétit. Effectivement, ça m'est resté très fort. Sur son point de vue philosophique, je crois que c'était quelque chose qui se mouvait avec son âge également. Quand elle était jeune, elle était très dynamique. Ensuite, elle voit l'âge, déjà en tant que jeune femme. Et puis aussi cet engage entre Sartre et elle et leur expérience qui était très avant 68. Et je ne sais pas combien de temps dans l'avenir ça restera, je veux dire.
c'était un phénomène de mode. Je ne sais pas si je m'explique bien. Non, je comprends, mais ce n'était pas un phénomène de mode parce que il y a chez Simone de Beauvoir, mais même chez Sartre, effectivement, le couple Sartre-Beauvoir, ils ont régenté les lettres françaises depuis la Libération et jusque dans les années 60, pendant 15 ans, c'était the first pages, c'était la première Oui. place. Et effectivement, ils ont été remplacés en tant que mode par les structuralistes. Mais ce n'est pas la mode qui est primordiale, ni pour Simone de Beauvoir, ni pour Sartre, parce que finalement, à mon avis, Sartre reste très important. Ses écrits restent. Effectivement, il y a une partie qui sont philosophiques, alors c'est effectivement un langage technique, etc. Sartre est très important parce c'est une philosophie de la liberté et ça, on ne peut pas lui enlever. Et Simone de Beauvoir, c'est la liberté incarnée. Et ça aussi, c'est très important. Et la position de Simone de Beauvoir dans le deuxième sexe, elle est intéressante et en tant que féminisme, et en tant que philosophie en général, parce que je n'ai pas parlé, à proprement parler, moi je n'ai pas parlé de la philosophie de Simone de Beauvoir, j'ai parlé de l'ancrage de la philosophie dans une vision primordiale, de même que l'immoralisme est ancré, de même que la littérature est ancrée. Mais quand on envisage le tout, on voit que le deuxième sexe a une position philosophique qui est propre. Et je pense que ça va rester, c'est-à-dire que dans le féminisme universaliste de Simone de Beauvoir a été remplacé par le féminisme différentialiste, mais le féminisme différentialiste a été à son tour remplacé par un féminisme du genre qui se rapproche plus du féminisme de Simone de Beauvoir, finalement, dans un certain sens. Maintenant, il y a des bases philosophiques à tout ça que je n'ai pas abordées. Voilà. Je dirais même qu'elle est plus importante que Sartre. Comment? Je trouve qu'elle est plus importante que Sartre. Vous savez que, par exemple, Maurice de Gandillac a témoigné. Maurice de Gandillac, moi, je l'ai connu, il était vieux, il était de la génération de Simone de Beauvoir. Et quand je suis arrivée à la Sorbonne, il enseignait, j'ai participé à ses cours, il faisait de la philosophie médiévale. Et Maurice de Gandillac, qui connaissait bien Simone de Beauvoir, c'est la sœur de Simone de Beauvoir qui témoigne de tout ça, il aurait entendu que le jury de l'agrégation disait à l'agrégation de 29, c'est Sartre qui avait la première place et Simone de Beauvoir la seconde. Alors, ils ont dit, c'est quand même elle la philosophe et pas lui. C'est-à-dire que finalement, ils ont apprécié Simone de Beauvoir, bien qu'ils lui ont donné la seconde place, plus que Sartre en tant que philosophe. Donc voilà, vous rejoignez le jury de l'agrégation. Non, elle était plus flexible. Elle était plus flexible. Elle s'adaptait au temps et à ses expériences propres. Bon, plus ondoyante, voilà, je veux dire. Mais enfin, je ne suis pas philosophe. Il m'est difficile d'intervenir. Je vous dis, moi, je l'ai vu à travers le regard de l'écrivain, comme écrivaine, et c'était, oui, comme vous avez dit à la deuxième phrase de votre exposé, qu'elle parlait directement au lecteur. Oui, elle parlait directement au lecteur. Effectivement, ça, c'est une extraordinaire qualité. Oui. Moi, je n'oublierai jamais, je peux témoigner, comme beaucoup d'autres, que je n'avais aucune idée de qui était Simone de Beauvoir et qu'une amie m'a apporté le livre. En quelle année? C'était en 66, donc Mémoire d'une jeune fille rangée. Et j'ai lu ça. J'étais en Israël. Et je l'ai lu en roumain. Après, je me suis acheté en français les livres de Simone de Beauvoir,
mais j'ai été tout de suite conquise et ce n'était pas une émission littéraire, ce n'était pas des articles, ce n'était pas des discussions, ce n'était pas un effet de mode. Je n'avais aucune idée de qui était Simone de Beauvoir. Et elle m'a parlé tout à fait directement et elle m'a ouvert tout un univers. Et je pense qu'il y avait beaucoup de gens comme moi. J'ai encore une question annexe. Est-ce que sa fille adoptive, Sylvie Lebon, vit toujours? Oui, elle vit toujours. La fille adoptive de Sartre, j'ai vu sur Internet, par hasard, elle est morte, Arlette El-Kaïm Sartre, Ah oui. avec qui, comme vous savez, Sartre disait que la famille est une poche à merde, mais finalement, la famille élective qu'il s'est fait, enfin, ils se sont déchirés d'une manière pas possible. Simone de Beauvoir avec Arlette El-Kaïm contre Simone de Beauvoir, Bost, etc., lancement contre Béni Lévy, Arlette El-Kaïm. Les années 80 ont été, après la mort de Sartre, il y a eu des déchirements extraordinaires. Par exemple, à l'enterrement de Sartre, Simone de Beauvoir est tombée malade. Elle est allée à Cochin, pas pour mourir, parce qu'après, elle est restée presque 3 semaines. Elle a pris un taxi et elle est venue chez Arlette El-Kaïm, qui habitait rue de Londres, et pour lui demander le manuscrit de Cahiers pour une morale. Et on sait qu'elle a mis la main à la pâte, Simone de Beauvoir. Cahiers pour une morale, elle n'était pas encore publié, c'était un inédit. Et Arlette El-Kaïm n'a pas voulu lui donner le manuscrit, ce qui était quelque chose d'assez iconoclaste, parce que Simone de Beauvoir avait participé, mais Arlette était exécutrice testamentaire, et elle lui a fermé la porte. Ils ont vidé l'appartement de Sartre avant que Simone de Beauvoir n'arrive, ne rentre de l'hôpital. Et il y a eu des commentaires comment Simone de Beauvoir n'a pas pu avoir accès à aucun objet en tant que souvenir de ce qui se trouvait chez Sartre. De surcroît, il y avait chez Sartre une collection de pièces de théâtre qui appartenaient au père de Simone de Beauvoir en plein cuir, une édition de la Comédie Française qui se trouvait chez Sartre. Et aussi, Arlette n'a pas voulu donner ça. Et Sylvie Lebon a dû se bagarrer presque pour réobtenir ces livres qui appartenaient à Simone de Beauvoir. Picasso a donné à Simone de Beauvoir et à Sartre des dessins. Les dessins ont été donnés à tous les deux. Arlette a pris tous les dessins et n'a pas voulu donner ça à Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir ne voulait pas peut-être les dessins pour elle-même, mais je ne sais pas. Elle écrit quelque part, ces dessins ont été donnés tant à Sartre qu'à moi. Donc voilà, il y avait toute cette histoire. Jacques-Laurent Bost est allé chez Arlette pour demander un souvenir de Sartre. Alors Arlette a pris des pantoufles de Sartre qui étaient déchirées, sales, vieux, et a donné voilà, et elle ne l'a pas laissé entrer dans l'appartement. Donc il y a eu des choses extraordinaires qui se sont passées, mais voilà, c'est la famille sartrienne qui s'est déchirée d'une manière pas possible. Et j'ai connu Béni Lévy à Jérusalem, et bon, c'était un personnage qui était très sympathique, mais évidemment, moi j'aimais Simone de Beauvoir, mais Béni Lévy m'a dit, il faut que je vous dise, il m'a dit, c'est elle qui l'a tué, etc., etc. Bon, évidemment, moi je me suis tue, j'ai rien dit, mais donc c'est la famille sartrienne qui s'est déchirée d'une manière pas possible après la mort de Tu dis Sartre. elle, c'est qui? À qui il se référait? À Simone de À Beauvoir. Non, Béni Lévy m'a dit que Simone de Beauvoir a tué Simone de Beauvoir aurait été. aurait tué, non, pas tué, mais par exemple, Oui, j'ai compris. il y a eu un scandale extraordinaire parce qu'à la fin de la vie de Sartre, Béni Lévy a fait un entretien avec Sartre, justement, ça portait sur le problème juif, sur les Bénazes, etc. Et personnellement, j'étais en Israël, c'était un peu avant la mort de Sartre. Et je me rappelle que j'ai lu cet entretien et j'étais très mal impressionnée moi-même. Et je me suis ouverte à ma directrice de master en Israël, qui était aussi sartrienne.
Et j'ai dit, je me suis exprimée, j'ai dit, mais c'est tellement lâche, c'est tellement faible, on ne reconnaît pas Sartre, etc., etc. Il se trouve que Simone de Beauvoir, que Bost, qui travaillait à l'époque au Nouvel Observateur, a téléphoné à Simone de Beauvoir et il lui a dit au téléphone, mais tout le monde est scandalisé ici, il faut arrêter ça, cet entretien est terrible. Simone de Beauvoir a pris la chose en main, elle a défendu à Sartre de publier l'entretien. Il paraît qu'elle a pleuré toute la nuit, qu'elle a jeté le manuscrit à travers la pièce, qu'elle s'est révoltée, etc. Rien n'a aidé. Jean Daniel, qui était le patron du Nouvel Obs, ça j'ai lu, il a dit qu'il a reçu un coup de fil de Sartre où il lui a dit d'une voix très décidée, ici Sartre, je veux que ça soit publié, et l'entretien a été publié. Et effectivement, peut-être, non, de toute manière, Sartre était très vieux et très malade, il avait 75 ans, mais il était très vieux et très malade. Mais en tout cas, peu de temps avant sa mort, une semaine, 2, 3, je ne sais pas, il a été dans toutes ces tensions avec cet entretien qui opposait la famille sartrienne, deux camps qui se bagarraient pour l'héritage de Sartre, intellectuel de Sartre. Donc, elle avait un pressentiment sur la déchéance de l'être avec l'âge. Qui, Simone de Beauvoir? Oui. Quand elle parle de l'âge, du moi qui disparaît, qui se détache, elle avait… Oui, elle avait. D'ailleurs, Simone de Beauvoir a écrit La cérémonie des adieux, c'est son dernier livre où elle a relaté la fin de Sartre. On lui a reproché qu'elle avait écrit sur sa mère une mort très douce et qu'elle a discrédité Sartre en décrivant la déchéance de Sartre. Moi, je n'ai pas trouvé ça. En tout cas, dans la cérémonie des adieux, il y a des entretiens que Simone de Beauvoir fait avec Sartre et qui sont très intéressants. Les dernières années, elle a fait des entretiens avec Sartre pour l'amuser, dit-elle, mais ce sont des entretiens très réussis. Merci. עוד שאלות, בבקשה. בבקשה. זה הכל? מרצ'לה, היית ממש נהדרת. עשינו טיול בעולם של סימון דה בובואר. למדנו קצת עליה, על הפילוסופיה שלה. אנחנו נמשיך את הסריה הזאת של פילוסופים איתך, ואני נותנת לכולם פגישה ביום ראשון עם פרופסור יוסי גולדשטיין על אחד העם. בסדר? תשמרו על עצמכם, שבת שלום, תודה אריאל, מרצ'לה. להתראות. תודה לך, רותי. תודה לכולם. תודה. שבת שלום. שבת שלום.